il y a quand même quelque chose de très nouveau depuis quelques années, c'est qu'on vient signer, mais après il faut faire une photo avec le portable. Donc c'est une dédicace plus photo. Tous les ans à Nîmes. Même quand je viens pas, j'y passe. Bien sûr, la rencontre avec les lecteurs, c'est génial. Le salon de la biographie, rendez-vous littéraire incontournable ces dernières années à Nîmes. Visiteurs et auteurs se rencontrent lors de séances de dédicaces, échangent conseils. On flâne à Carré d'Art à la recherche de ses prochaines lectures et à la rencontre de personnalités. Auteurs connus ou non, ils sont plus d'une centaine à présenter leurs œuvres. Michel Drucker, le présentateur vedette de France 2, présente son second livre intitulé « Rappelle-moi ». La plupart des gens qui viennent me voir, ils me connaissent depuis longtemps. Et je m'aperçois qu'ils connaissent pratiquement tout de moi, sauf ce qu'il y a dans Rappelle-moi, puisque là je leur parle de mon frère et de souvenirs d'adolescence, et puis de portraits de quelques personnalités que j'aime bien, que j'aimais bien, que mon frère aimait bien aussi. Justement, là vous racontez votre vie et celle de votre frère, hein, de votre frère. Vous êtes admiratif, on voit, dans ce portrait. Oui. Ça peut paraître étrange, mais je m'aperçois que finalement... mes idoles, à part peut-être dans l'enfance quelques grands sportifs, j'ai pas tellement d'idoles parmi les gens que je reçois. En tout cas, j'ai pas du tout pour ces gens-là l'estime, enfin en tout cas l'admiration que j'avais pour mon frère. Mais alors, est-ce que c'est le deuil qui enjolive les choses? Mais j'ai l'impression d'avoir eu un frère exceptionnel. Alors je suis sans doute trop excessif, pas objectif, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir eu un frère qui avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Et justement, vous aviez envie de construire quelque chose avec lui. Vous êtes l'homme de la lumière, on le voit partout. Mais lui avait déjà mis un pied dans la lumière dans les années 70 en entrant à la télévision, même s'il était derrière. Mais vous savez que les patrons de télévision, contrairement à certains, par le passé, sont assez médiatiques. Alors il y a ceux qui étaient devant les caméras. Il y en a un d'ailleurs qui va dédicacer aujourd'hui, qui est Patrice Duhamel. Patrice Duhamel, Patrick de Carolis, Pierre Desgros, Marcel Julien, étaient des patrons de chaînes qui étaient déjà assez médiatisés. C'était ou des gens de télévision, ou des écrivains, des journalistes comme El Kabbach, qui sont devenus patrons. Et puis il y en a d'autres qui sont devenus assez célèbres sans être dans la lumière. Je crois que mon frère était connu, évidemment. C'est le frère de Michel Drucker, ou Michel est le frère de Jean Drucker, et Marie est la fille de Jean Drucker et la nièce de Michel Drucker. Mais indépendamment de ça, je crois que physiquement, les gens commençaient à le connaître, parce que la famille est devenue un peu plus célèbre que les autres à travers celui qui a été le premier médiatisé, c'est-à-dire moi. Mais les gens connaissaient bien mon frère, les gens du métier. Et j'avais envie. Évidemment, il a créé M6 à la tête. Et puis oui, il est passé partout, par RTL, par la Société Française de Production, par Antenne 2, une année, 86, et puis... Ensuite, il a créé M6 avec Nicolas Taverneau et la grande aventure de la petite chaîne qui monte et qui est devenue maintenant une grande chaîne. Mais j'avais envie que le public connaisse un peu mieux mon frère et à travers lui le métier et à travers lui un certain nombre de gens qu'il aimait bien, Belmondo, Delon, la famille Chirac, Sarkozy, Ferrat, Hallyday, Giraudot. Vous revenez justement sur ces grandes personnalités que vous avez côtoyées tout au long de votre vie. Pourquoi ce choix d'avoir mis en avant ces personnalités à un moment donné? Parce que dans ma mémoire, quand mon frère était encore étudiant, je me souviens lui avoir présenté Hallyday. Il était assez fasciné par Hallyday. J'aurais pu lui parler de Claude François, qu'il connaissait bien également. Il était assez copain avec Delon, qui a été très présent quand il est mort d'ailleurs. Il aimait beaucoup Godard. À bout de souffle, c'était un film fétiche avec Gene Seberg. Mes parents adoraient Ferrat, et lui aussi. Giraudot, c'est quelqu'un d'à part dans nos vies, parce que mes parents, quand ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire de moi, c'était le titre du premier livre. À un moment donné, il avait été question que j'aille faire l'école des mousses à Brest, ou dans la marine. Et à l'époque, quand je suis rentré à la télévision, il y a quelqu'un qui nous fascinait, qui était Giraudot, qui était quartier-maître sur la Jeanne d'Arc, le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, qui est un bateau mythique, d'ailleurs qui a pris sa retraite. Le bateau est entré pour la dernière fois au port la semaine où Giraudot est mort. Donc Bernard Giraudot, j'avais un rapport très particulier. Je l'avais connu avec Delon,
sur le tournage d'Un homme dans la ville avec Gabin de Giovanni. Et puis, Giraudot est un cas à part parce qu'il a médiatisé son cancer. C'est pour ça que je voulais parler de lui. Pendant 10 ans, au lieu de dissimuler ce que tous les gens célèbres dissimulent, vous savez que quand on est un personnage public, un personnage célèbre, on n'aime pas que le public sache ou la profession qu'on est malade. On se cache. Et là, il y a presque un devoir de mémoire. C'est-à-dire que vous voulez rappeler, vous avez envie de donner oui, au public. Et Giraudot a fait de sa mort un voyage initiatique. Il a dit aux gens, n'ayez pas peur, préparez-vous. C'est une période passionnante également que les dernières années quand on sait qu'on va mourir. C'est très rare comme démarche. Donc ça m'a interpellé également, ça m'a beaucoup intrigué, je l'ai beaucoup vu dans les derniers mois de sa vie, Bernard. Donc j'avais envie de parler de lui, parce que c'est vrai que au-dessus de ce livre, plane quelque chose qui n'est pas très gai, qui est la fin de nos vies. Tous les gens que je décris, vous savez, entre 70 et 80 ans, on est déjà dans la dernière ligne droite. Hein. Et vous pensez que les gens oublient aussi facilement? Oui, bien sûr. Tous oublient. On oublie tout. Alors il y a autre chose dans votre livre. C'est la chanson de Ferré, avec le temps. Avec le temps, tout fout le camp. Donc voilà. Et ça, c'est presque une angoisse pour vous, on a l'impression. Oui, c'est vrai que l'oubli, c'est... Enfin, il y a deux morts dans nos vies. Il y a la mort physique, mais la première petite mort, c'est l'oubli. Donc il faut s'y préparer. Parce que c'est une drogue. Alors là, vous avez reçu Charles Aznavour. Il y a quelques exceptions dans ce métier qui sont vraiment des ovnis, hein, des carrières de 70 ans. Quand vous avez une carrière de 70 ans comme Charles Aznavour et qu'à 86 ans, vous avez encore des projets, vous imaginez ce que c'est. Donc j'aimerais bien, moi, avoir un parcours assez long aussi. Et vous l'avez, puisque vous êtes oui, très mais présent, j'aimerais bien le prolonger, pas forcément peut-être devant les caméras tout le temps, mais continuer à faire travailler les neurones. Et le livre est une des voies importantes quand on arrive dans la dernière période de sa vie. Vous parlez des 3 Simones aussi? Oui, les 3 Simones, parce que dans mon panthéon à moi, il y a 3 femmes exceptionnelles, très différentes. Un grand écrivain philosophe, compagne de Sartre, Simone de Beauvoir, la grande prêtresse du féminisme et de l'existentialisme, l'idole des femmes qui ont voulu être libres, je ne sais pas si elles ont eu raison. Il y a Simone de Beauvoir, Simone Signoret, parce qu'elle a été la femme la plus engagée dans ce métier, avec Montand. C'est un couple à la fois politique et mythique sur le plan professionnel. Et puis il y a Simone Veil, pour des raisons évidentes. Vous savez, quand on voit Simone Veil la première fois qu'elle relève la manche et qu'on voit son numéro de matricule qu'on lui a mis à Auschwitz, ça fait quelque chose. Et puis Simone Veil me rappelle la famille, la Shoah, une femme incroyable, la loi Veil, c'est pas rien, qui était une femme exceptionnelle, qui l'est encore, et qui a eu un parcours qu'elle a écrit dans une vie qui a été un des grands succès de ces dernières années. Donc ces 3 femmes importantes. Puis il y a une révélation aussi dans ce livre, c'est vrai que découverte d'un frère le jour de l'enterrement. Oui, c'est étrange. C'est très étrange. C'est la découverte d'un demi-frère, 2 mois après la disparition de l'aîné. J'en parle le plus discrètement possible parce que de toute façon, comme beaucoup de gens de mon entourage, y compris professionnels, et dans son entourage à lui, ça se sait. Depuis 6 ou 7 ans, à mon avis, j'étais à la merci d'Internet, d'un blog quelconque qui l'aurait lâché comme ça, de façon un peu inélégante, donc j'ai préféré le faire moi. Revenons sur le titre de ce livre, il évoque quelque chose de très particulier aussi. Rappelle-moi, c'est un message sur un portable. Rappelle-moi, c'est un double sens. C'est j'aimerais bien qu'on me rappelle. C'est rappelez-vous. Il y a la notion d'essayer de lutter contre l'oubli, quoi. Et puis finalement, moi je suis un peu agnostique et je n'ai pas encore réglé ce problème de l'au-delà. Mais qui n'a pas souhaité que son frère disparu ou ses parents rappellent un jour? Il y a quelque chose peut-être que vous avez loupé par rapport à votre frère à ce moment-là? Oh ben non, mais on loupe l'essentiel avec les gens qu'on aime. Parce que c'est ce que je dis en 4e de couverture. On a toujours l'impression qu'on a la vie devant soi, puis après c'est trop tard. Ça passe vite. C'est trop tard. C'est trop tard et
dis merde, pourquoi je lui ai pas dit, pourquoi. Alors ce qui fait souvent on part sur des malentendus, des interrogations, on culpabilise. C'est vrai que moi j'en avais des choses à dire encore à mon frère. En réalité, on commençait à se parler. Parce que la pudeur, parce que sa vie, chacun sa vie, le métier, on parlait surtout du métier, ensemble. Mais on n'a jamais vraiment parlé des choses essentielles de nos vies. Il commençait à m'en parler, à me demander conseil, il n'allait pas très bien. Voilà. Et on a surtout baigné dans ce métier qui est passionnant, mais qui dévore. C'est pour ça que ce livre est un livre sur ce qu'on devrait se dire. C'est la phrase de Frédéric Dard, qui est une des plus belles phrases que je connaisse. Hein, si j'avais su que je l'aimais, je l'aurais aimé davantage. Mais par pudeur, on se dit rien. Alors on dit rien, et puis un jour, on se dit merde, j'aurais pu quand même. Donc on part sur des malentendus. Mais bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'on a été élevés, nous, pas dans le secret, mais mes parents, on ne parlait que de réussite, que de travail, et peu de choses de nous. Mes parents étaient très secrets, et c'est aussi bien. Mais c'est quand ça s'arrête qu'on se dit merde. Avec mon frère, Jean, on commençait vraiment à se parler parce qu'il n'était pas très bien, parce qu'on avait 60 ans tous les deux, et qu'à 60 ans, on est déjà dans le virage, quoi. Et aujourd'hui, Michel Drucker, vous faites quoi? Vous voulez faire quoi? Continuer à faire mon métier, continuer à écrire. Je vais réfléchir à mon prochain bouquin, que je vais sans doute faire aussi avec Jean-François Kervéan, qui est mon professeur un petit peu, parce que moi je ne suis pas un écrivain, je suis un homme de l'image, donc lui, voilà, il aide à me mettre en forme tout ça. Il y a des moments où je suis en liberté totale, et il y a des pans entiers qu'on ne touche pas, et puis il y en a d'autres qu'on rewrite, parce que je veux surtout que ce soit moi qu'on entende parler. Moi, je écris un peu, on a une relation très particulière avec Jean-François. Je dis ça pour ceux qui se demandent comment on travaille quand on fait ça à deux. Moi, j'écris la chanson et les paroles, et lui, il fait les arrangements. Ouais, c'est-à-dire que, vous savez qu'entre l'écriture d'une chanson et le final, il y a ce qu'on appelle un arrangeur. Certains appellent ça des copistes. Quelqu'un qui amène les violons, les cordes, les cuivres, ce qui fait le succès d'une chanson. Une chanson au départ, quand vous l'écoutez sur une maquette, c'est la mélodie essentielle. Donc moi j'ai l'impression d'être un auteur-compositeur qui travaille avec un arrangeur, et ça me passionne vraiment. Et il y aura un troisième livre, Rappelle-moi, Michel Drucker. Merci d'avoir accepté. Merci beaucoup. Notre invitation. Merci.